libres de se côtoyer, libres de circuler dans les rues, mais surtout libres de faire des choix. Eh bien, ce monde n'est plus. Les gouvernements ont pris d'assaut l'espace public et privé, sur la base d'un virus inoffensif pour une vaste majorité de la population. Je me donne donc le mandat de vous dire toute la vérité. Et rien que la vérité. Bienvenue dans le Call. Bienvenue dans le Call and Show. Aujourd'hui encore, c'est une émission spéciale. Donc, une fois de temps en temps, vous savez que j'aime vous parler de politique internationale. Aujourd'hui, vous allez être servi. Hier, on a reçu une lettre, donc les réseaux sociaux ont reçu une lettre, donc qui a commencé à circuler. On parle de la lettre de l'archevêque Vigano qui essentiellement confirme un complot mondial au niveau des gouvernements, c'est-à-dire que les gouvernements autour du monde se sont mis ensemble pour faire avancer donc un projet mondialiste pour mettre essentiellement la population mondiale sous contrôle. Comment ils l'ont fait? Comment ils le font? À travers donc cette histoire de coronavirus. Vous savez qu'il y a un doute raisonnable, pour ne pas dire plus, sur toute cette histoire de coronavirus. Donc des incongruités, de la confusion, des incohérences abracadabrantes et une population, je vous dirais, là, donc pas mal de personnes qui dorment au gaz à cause de cette hypnose des médias. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que M. Vigano, donc l'archevêque Vigano, c'est pas n'importe qui. C'est quand même une grosse pointure au niveau international. Et là, après cette lettre, donc la lettre était déjà, donc c'était déjà assez choquant, c'est-à-dire qu'il confirme donc essentiellement là qu'il y a complot et que ces gouvernements-là se sont mis ensemble. Et ils sont en train de mettre en place un plan là pour mettre toute la population mondiale sous contrôle. Donc quelques pays ne sont pas encore engagés dans le programme, donc mais la majeure partie des gouvernements sont en plein dedans. Maintenant, la nouvelle est déjà choquante et je vais vous faire, donc justement, je vais vous partager la lettre que M. Vigano, l'archevêque Vigano a envoyée au président Trump. Essentiellement, il avise le président Trump que bon, donc il dit, vous êtes le dernier espoir. Donc en espérant là que ces élections-là, donc ça aille bien pour vous parce que là, si vous ne gagnez pas, on est dans la chiotte. Bon. Maintenant, je sais que certains d'entre vous vous dites, ben, M. Trump fait partie de l'opposition contrôlée, et puis d'autres, bon, sont pro-Trump. Je ne vais pas embarquer dans la polémique de pro contre Trump, donc c'est pas ça la question aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je voulais vous confirmer donc que cette grosse pointure, comme on dit, vient de confirmer ce que plein de personnes soupçonnent depuis longtemps. Et j'aime toujours là amener des preuves là accablantes, donc pour vous montrer que donc les affirmations qu'on fait lorsqu'on dit que cette histoire de coronavirus c'est un vrai fiasco. J'aime toujours apporter les preuves pour justement démontrer cela. Mais là, comme si c'était pas assez, Michael Flynn, donc Michael Flynn, là pour vous donner un exemple, a travaillé de très près avec le gouvernement, donc la partie démocrate, donc le gouvernement des États-Unis. Michael Flynn a été donc le directeur général de la sécurité nationale des États-Unis. Michael Flynn, c'est une grosse pointure aux États-Unis. Donc, on parle de quelqu'un qui est très près de la présidence américaine. Et hier, Michael Flynn a confirmé donc la lettre qui a été envoyée par l'archevêque Vigano. Michael Flynn a donné son appui à confirmer le tout. Je sais pas là, mais je veux dire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce truc de conspirationniste, donc tous ces trucs de complotistes et tout. Mais lorsque vous avez des grandes pointures comme Michael Flynn, qui littéralement confirme textuellement ce complot des mondialistes, ce complot des gouvernements, c'est comme difficile de passer à côté. C'est difficile de juste ignorer la chose. Maintenant, je sais que vos TVA de ce monde, les journaux comme La Presse, même en France, les grandes chaînes de télévision vont faire comme si la nouvelle n'existe pas. On le sait. Sauf que lorsque vous vous informez et que vous voyez qui confirme ce genre de nouvelles, on ne peut plus ignorer la chose. Donc, vous l'avez vu, les gouvernements autour du monde posent les mêmes actions.
Donc, l'un parle de couvre-feu et l'autre commence à instaurer un peu l'idée du couvre-feu parce que, bon, on sait que c'est ça qui s'en vient. D'ailleurs, au Québec, on le voit bien, là, qu'ils essayent de nous introduire donc, le concept, tant bien que mal, parce qu'on est dans une période où les gouvernements veulent instaurer un couvre-feu. Donc, ils font un peu tous la même chose, ils suivent un peu tous le même programme. Et donc, cette fin de semaine, on a deux grosses pointures qui confirment le tout. Donc, on est en phase d'un complot mondial. Maintenant, est-ce que ça ne vous fait pas sourire de savoir que dès le départ, les grands médias ont commencé à traiter les gens de complotistes. Dès que vous discréditez la narrative gouvernementale, on vous traite de complotistes. Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle la psychologie inversée à son meilleur. Donc, c'est comme les gens qui sont très, très, très vite à traiter les autres de menteurs, très, très, très vite à traiter les autres de voleurs. Généralement, c'est parce qu'eux-mêmes sont menteurs. Généralement, c'est parce qu'eux-mêmes sont voleurs. Donc, voilà la narrative. Donc, la réalité, c'est que vous et moi, on s'est fait traiter de complotistes dès le départ. Depuis donc décembre, janvier, ils ont bâti cette narrative. Dès que vous questionnez, vous êtes complotiste, c'est très simple. C'est parce qu'eux-mêmes sont dans le complot. Les grands médias de ce monde, les gouvernements de ce monde sont en ce moment même, utilisent le coronavirus pour faire avancer le plan mondialiste. Écoutez, la seule raison pour laquelle je vous avance la nouvelle, c'est parce que là, j'ai deux témoins, deux grosses pointures qui avancent la nouvelle. Et si quelqu'un veut contredire Michael Flynn, veut dire, bon, mais oh mon Dieu, c'est un complotiste, Michael Flynn. Oh boy. On parle quand même de quelqu'un qui était le bras droit d'Obama. Donc, on ne parle pas des petits journalistes comme Lagacé, Martineau, là, qui se font aller puis qui intimident la population québécoise. On parle de gens très, très, très importants qui nous confirment une nouvelle, qui confirment ce que beaucoup soupçonnaient. Ça fait un bout que je sais que ce truc de coronavirus, donc derrière, il y a un gouvernement mondialiste, ça fait un bout. Et je pense que je vous en ai parlé lorsque je vous ai parlé du Global Goals, donc des objectifs globaux. Donc, derrière, vous avez l'ONU, vous avez Bill Gates et tout le tralala. Écoutez, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, donc je vais vous laisser regarder cette portion de vidéo où donc un groupe a fait la traduction de cette lettre et nous en fait la narration pour qu'on puisse bien comprendre donc qu'est-ce que M. Vigano dit au président Trump. Cette lettre ouverte, datée du 25 octobre 2020, a été publiée aujourd'hui sur la QMAP. Elle est adressée à Donald Trump et signée par l'archevêque Carlo Maria Vigano. Monsieur le Président, permettez-moi de m'adresser à vous en cette heure où le sort du monde entier est menacé par une conspiration mondiale contre Dieu et l'humanité. Je vous écris en tant qu'archevêque, en tant que successeur des apôtres, en tant qu'ancien nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique. Je vous écris au milieu du silence des autorités civiles et religieuses. Puissiez-vous accepter mes paroles comme la voix de celui qui crie dans le désert. Comme je l'ai dit lorsque je vous ai écrit ma lettre en juin, ce moment historique voit les forces du mal alignées dans une bataille sans merci contre les forces du bien, des forces du mal qui semblent puissantes et organisées comme le supposent les enfants de la lumière, qui sont désorientés et désorganisés, abandonnés par leurs chefs temporels et spirituels. Chaque jour, nous sentons se multiplier les attaques de ceux qui veulent détruire la base même de la société. La famille naturelle, le respect de la vie humaine, l'amour du pays, la liberté de l'éducation et des affaires. Nous voyons des chefs de nation et des leaders religieux se plier à ce suicide de la culture occidentale et de son âme chrétienne, tandis que les droits fondamentaux des citoyens et des croyants sont bafoués au nom d'une urgence sanitaire qui se révèle de plus en plus comme un instrument de l'instauration d'une tyrannie inhumaine et sans visage. Comme un plan global appelé la Grande Remise à Zéro ou Great Reset est en cours, son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité en imposant des mesures coercitives visant à limiter de manière drastique les libertés individuelles et celles de populations entières. Dans plusieurs pays, ce plan a déjà été approuvé et financé. Dans d'autres, il en est encore à ses débuts. Derrière les dirigeants du monde qui sont les complices et les exécutants de ce projet infernal, il y a des personnages sans scrupules qui financent le Forum économique mondial et l'événement 201 en promouvant leur programme. Le but de la grande réinitialisation est l'imposition d'une dictature de la santé visant à imposer des mesures liberticides,
cachés derrière des promesses tentantes d'assurer un revenu universel et d'annuler la dette individuelle. Le prix de ces concessions du Fonds monétaire international sera la renonciation à la propriété privée et l'adhésion à un programme de vaccination contre les Covid-19 et 21 promu par Bill Gates, avec la collaboration des principaux groupes pharmaceutiques. Au-delà des énormes intérêts économiques qui motivent les promoteurs de la grande réinitialisation, l'imposition de la vaccination s'accompagnera de l'exigence d'un passeport sanitaire et d'une carte d'identité numérique avec pour conséquence la recherche des contacts de la population enfermée dans des camps de détention ou assignés à résidence, et tous leurs biens seront confisqués. Monsieur le Président, j'imagine que vous savez déjà que dans certains pays, le Grand Reset sera activé entre la fin de l'année et le premier trimestre de 2021. À cette fin, d'autres confinements sont prévus, qui seront officiellement justifiés par une deuxième et une troisième vague supposée de la pandémie. Vous connaissez bien les moyens qui ont été déployés pour semer la panique et légitimer des limitations draconiennes des libertés individuelles provoquant habilement une crise économique mondiale. Dans les intentions de ces architectes, cette crise servira à rendre irréversible le recours des nations au Grand Reset, donnant ainsi le coup de grâce à un monde dont ils veulent annuler complètement l'existence et la mémoire même. Mais ce monde, Monsieur le Président, comprend des personnes, des affections, des institutions, la foi, la culture, les traditions et les idéaux, des personnes et des valeurs qui n'agissent pas comme des automates, qui n'obéissent pas comme des machines, parce qu'elles sont dotées d'une âme, d'un cœur, parce qu'elles sont liées par un lien spirituel qui tire sa force d'en haut, de ce Dieu que nos adversaires veulent défier, tout comme Lucifer l'a fait au début des temps avec son nom Serviam. Dans les intentions de ces architectes, cette crise servira à rendre irréversible le recours des nations au Grand Reset, donnant ainsi le coup de grâce à un monde dont ils veulent annuler complètement l'existence et la mémoire même. Mais ce monde, Monsieur le Président, comprend des personnes, des affections, des institutions, la foi, la culture, les traditions et les idéaux, des personnes et des valeurs qui n'agissent pas comme des automates, qui n'obéissent pas comme des machines, parce qu'elles sont dotées d'une âme et d'un cœur, parce qu'elles sont liées par un lien spirituel qui tire sa force d'en haut, de ce Dieu que nos adversaires veulent défier, tout comme Lucifer l'a fait au début des temps avec son non serviam. Beaucoup de gens, nous le savons, sont agacés par cette référence à la classe entre le bien et le mal, et l'utilisation de connotations apocalyptiques qui, selon eux, exaspèrent les esprits et aiguisent les divisions. Il n'est pas surprenant que l'ennemi soit furieux d'être découvert juste au moment où il croit avoir atteint la citadelle qu'il cherche à conquérir sans être dérangé. Ce qui est surprenant, en revanche, c'est qu'il n'y ait personne pour tirer la sonnette d'alarme. La réaction de l'État profond qui dénonce son plan est brisée et incohérente, mais compréhensible. Juste au moment où la complicité des grands médias avait réussi à rendre la transition vers le nouvel ordre mondial presque indolore et inaperçue, toutes sortes de tromperies, de scandales et de crimes sont mis au jour. Jusqu'à il y a quelques jours, il était facile de salir comme théoricien du complot celui qui dénonce ces terribles plans que l'on voit maintenant se réaliser dans les moindres détails. Personne jusqu'en février dernier n'aurait jamais pensé que dans toutes les villes, nos citoyens seraient arrêtés simplement pour avoir voulu marcher dans la rue, pour avoir voulu respirer, pour avoir voulu garder leur commerce ouvert, pour avoir voulu aller à l'église le dimanche. Et pourtant, cela se passe maintenant partout dans le monde. Même dans une Italie de cartes postales que beaucoup d'Américains considèrent comme un petit pays enchanté, avec ses monuments anciens, ses églises, ses villes charmantes, ses villages caractéristiques, et tandis que les politiciens sont barricadés dans leurs palais, promulguant des décrets comme des satrapes persans, les entreprises font faillite, les magasins ferment, et les gens sont empêchés de vivre, de voyager, de travailler et de prier. On peut déjà constater les désastres psychologiques de cette opération, à commencer par les suicides des entrepreneurs désespérés et de nos enfants retirés de leurs amis et de copains de classe qui doivent suivre les cours sur un écran tout seuls à la maison. Dans les Écritures sacrées, saint Paul évoque pour nous celui qui s'oppose, la manifestation du mystère de l'iniquité, le catéchon. Dans la sphère religieuse, cet obstacle envers le diable est l'Église, et en particulier la papauté. Dans la sphère politique, ce sont ceux qui empêchent l'établissement du nouvel ordre mondial. C'est maintenant clair, celui qui occupe le Saint-Siège de Saint-Pierre a trahi son rôle depuis le tout début pour défendre et promouvoir l'idéologie globaliste, apportant l'agenda à l'Église profonde qui l'ont choisi pour occuper ce poste.
Monsieur le Président, vous avez clairement affirmé vouloir défendre la nation, une nation sous la protection de Dieu, les libertés fondamentales et des valeurs non négociables qui sont reniées et combattues aujourd'hui. C'est vous, cher Président, celui qui s'oppose à l'état profond, à l'agression finale des enfants des ténèbres. Pour cette raison, il est nécessaire que les personnes de bonne volonté comprennent l'importance historique de cette imminente élection, pas tant pour la préférence pour tel ou tel programme politique, mais pour l'inspiration générale de l'action que vous incarnez, dans ce contexte historique particulier, le monde, notre monde, qu'ils veulent supprimer avec le confinement. Ceux qui se rassemblent autour de vous avec foi et courage sont ceux qui vous considèrent comme la dernière garnison contre la dictature mondiale. L'alternative est une personne qui est manipulée par l'état profond, gravement compromis dans des affaires de scandale et de corruption et qui fera aux États-Unis ce que Jorge Mario Bergoglio fait à l'Église, le Premier ministre Conte à l'Italie, le président Macron à la France, le Premier ministre Sanchez en Espagne, etc. La nature de maître chanteur de Joe Biden, exactement comme les prélats du cercle magique du Vatican, lui voudront d'être utilisés sans scrupule, laissant des pouvoirs illégitimes interférer dans les politiques domestiques comme dans les affaires internationales. Il est évident que ceux qui le manipulent ont une autre personne bien pire que lui, prête dans l'ombre pour le remplacer dès la moindre occasion. Et déjà au milieu de ce sombre tableau, dans cette apparente et inarrêtable avancée de l'invisible ennemi, il y a un espoir qui émerge. L'adversaire ne sait pas comment aimer, il ne comprend pas que le revenu universel ou l'annulation des dettes ne sera pas suffisant pour subjuguer les masses et les convaincre de se comporter comme un troupeau. Ce peuple qui a supporté depuis bien trop longtemps les abus haineux et tyranniques du pouvoir est en train de redécouvrir qu'il a une âme. On peut comprendre qu'il ne veuille pas échanger sa liberté contre l'homogénéisation et la suppression de son identité. Il commence à comprendre les valeurs de la famille et des liens sociaux, les liens de la foi et la culture qui relient les honnêtes gens. Le grand reset court à sa perte, car ceux qui le commandent ne croient pas que les peuples sont capables d'aller dans les rues pour défendre leurs droits, pour protéger ceux qu'ils aiment et pour donner un avenir à leurs enfants et leurs petits-enfants. L'inhumanité croissante du projet globaliste va vaciller misérablement dans le visage de cette firme grâce à l'opposition courageuse des enfants de la lumière. Satan est du côté de l'ennemi, celui qui ne sait faire autre chose que haïr. Mais de notre côté, nous avons Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées prêt à combattre, et la plus sacrée Vierge Marie qui va couper la tête du vieux serpent. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Monsieur le Président, vous avez connaissance de cela dans ces heures cruciales. Les États-Unis d'Amérique sont considérés comme le rempart contre la guerre déclarée par les avocats du globalisme. Placez votre foi envers le Seigneur. Soyez renforcés par les mots de saint Paul. Je peux tout faire en lui, ce qui me rend plus fort. Être l'instrument de la divine providence est une grande responsabilité, pour laquelle vous recevrez sans aucun doute toutes les grâces d'État dont vous aurez besoin, puisqu'elles sont fervemment implorées et suppliées par tous ces gens qui prient pour vous. Avec l'immense espoir et l'assurance de mes prières pour vous, pour la Première Dame et vos collaborateurs, avec tout mon cœur je vous envoie ma bénédiction. Dieu protège les États-Unis d'Amérique. Carlo Maria Vigano. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? D'ailleurs, avant de terminer, avant de conclure sur cette capsule du samedi, cette semaine, M. Arruda a dit, donc très très clairement, il l'a dit devant les caméras, M. Arruda a encore confirmé que lorsque quelqu'un a le cancer, si la personne a le malheur d'avoir été testée positif coronavirus et que cette personne finit par décéder, eh bien, sur la petite bidule de décès, c'est indiqué coronavirus. First, as in Quebec, any time somebody, even if they die from a cancer or another disease, if they've got COVID-19, they're going to be counted as COVID-19. That's not necessarily the case everywhere. And qu'est-ce qu'il vous faut d'autre pour comprendre qu'est-ce qui se passe? Quelle est la logique qui est nécessaire? Quelle démonstration sera nécessaire pour que vous compreniez ce qui se passe en ce moment? Au Québec, M. Arruda vous dit que lorsque quelqu'un a le cancer et décède, s'il a été testé positif coronavirus, le papier de décès est indiqué coronavirus.
Est-ce que c'est pas assez pour que les journalistes commencent à s'exciter et à dire, attendez, Monsieur Arruda, on a besoin d'explications. Est-ce que c'est pas assez pour qu'on lance une enquête au niveau de la province pour ces deux gentlemen, ces deux Monsieur Arruda et Legault? Je dis ça de même, hein? Donc je voulais quand même vous ajouter cette petite nouvelle entre parenthèses parce que j'ai trouvé ça tellement scandaleux, mais bon, on est à quoi? On est peut-être à la 20e, au 20e élément scandaleux dans toute cette histoire de coronavirus et on a encore une population donc, qui s'imagine que toutes les actions, toutes les entreprises, les initiatives qu'on fait en ce moment, c'est pour donc la santé publique. Bullshit. Dans comme son on discours dit. aux Français pour annoncer le confinement, Emmanuel Macron a avancé des chiffres très précis. Il s'est fixé comme objectif de ramener les contaminations à 5000 cas par jour. Et le président cite un chiffre choc, d'au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer d'ici quelques mois si rien n'était fait pour endiguer l'épidémie. Ainsi justifie-t-il la nécessité du nouveau confinement. Louis Fouché, médecin anesthésiste et réanimateur à l'hôpital de la Conception de Marseille, doute de la politique menée. Membre du collectif Réinfo Covid, il conteste la vision du gouvernement. Alors juste une chose avant qu'on commence à parler de ça, je n'ai pas de conflit d'intérêt en fait. Si vous regardez sur Transparence Santé, j'ai 450 € de conflit d'intérêt qui sont liés au staff du service. Je pense que c'est la première question que vous devriez poser à tous les médecins et tous les scientifiques qui s'expriment sur ces sujets-là, parce qu'on a un vrai problème de corruption systémique en santé. C'est pas que les gens sont méchants ou mauvais ou qui sont fondamentalement mauvais, c'est ce qu'on appelle une corruption systémique, quoi. Il y a trop d'argent en jeu dans le système de santé. Et ça fait que toutes les décisions qui sont prises ont quelque part, ce que disent les Américains, follow the money, quoi. Il y a un problème avec l'argent. À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. Le discours du président Macron, en fait, pour nous, ressemble énormément, pour moi qui pratique l'hypnose, ressemble de manière très étonnante à une énorme manipulation. En fait, c'est un tissu de manipulation de A jusqu'à Z. Vous prenez chaque phrase, en fait, elle concatène des concepts ensemble, c'est-à-dire qu'elle les pose les uns à côté des autres en essayant de faire penser aux gens qu'il y a un lien entre des choses qui, en fait, n'en ont pas. Et ça commence par d'abord dire cette maladie est très grave. Et c'est déjà juste pas vrai, en fait. C'est simplement pas vrai. C'est dire ensuite que l'hôpital et les réanimations sont en tension. Ça, c'est vrai, bien sûr, elles sont en tension et il se passe quelque chose, il ne se passe pas rien. Mais cette tension sur les services hospitaliers, elle est chaque année, en fait. Si vous prenez les interviews de Bruno Megarban chaque année, il explique qu'en fait, oui, on est en tension parce qu'on est dans un système de tarification à l'acte, on est dans un système où on fonctionne à flux tendu sur l'hôpital, dans une idéologie néolibérale mondialiste depuis 15 ans qui cherche à diminuer le nombre de lits. On a diminué de 69 000 lits en 15 ans le secteur d'hospitalisation et la réanimation a baissé aussi, mais pas ces 2 dernières années. On tourne autour de 5 000 lits de réanimation. Mais il y a une vraie tension sur les lits de réanimation et sur les effectifs parce qu'on a diminué aussi les soignants, les aides-soignantes. Puis je vais vous raconter une histoire rigolote, c'est que par exemple sur mes 2 dernières gardes, on a fait de la place pour accueillir un malade et en fait, il n'y a eu personne pour faire le ménage. 2 fois. Et la chambre est restée inutilisable pendant 16 heures à chaque fois. Pas un scandale. Et donc après, on veut faire porter ça sur le dos des Français. En fait, c'est des petites entreprises, on leur explique que c'est leur faute. En fait, il y a vraiment, dans tout le discours de Macron, une espèce de façon extrêmement violente, extrêmement brutale, d'agresser les Français et de leur dire que c'est leur faute, de leur mettre la culpabilité dessus. C'est votre faute parce que vous vivez, c'est votre faute parce que vous voyez vos grands-parents, c'est votre faute parce que les enfants sortent, et donc on va vous punir. Et ça, je trouve que c'est dégueulasse, en fait, et qu'en plus, c'est une réponse qui est à côté de la plaque. Donc là, je rejoins votre question, confinement, reconfinement. En fait, l'expérience, c'est pas la réitération pendant 30 ans de la même erreur. C'est pas la réitération 50 fois de la même erreur avec les mêmes problèmes. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Le premier confinement a déjà démontré qu'il était une mesure extrêmement délétère et que les bénéfices qu'il était supposé apporter, c'est-à-dire de diminuer le R0 et de diminuer les tensions sur les réanimations, n'étaient pas avérés. C'était pas vrai, en fait, simplement. On n'a pas vu ça. D'une part, parce que le premier confinement est survenu au moment du pic épidémique et donc sur une courbe en cloche épidémique, de toute manière, ça allait décroître. Donc ça dépend des endroits. Nous, le confinement à Marseille est arrivé un petit peu au moment du pic de l'accélération exponentielle de l'épidémie, mais dans les autres régions françaises, notamment dans le Grand Est, dans le Nord et sur la région parisienne, l'épidémie était déjà en train de se tasser. Et donc on a dit, ah bah oui, c'est grâce au confinement que l'épidémie a ralenti, mais c'est juste pas vrai, en fait.
La deuxième chose, c'est que les effets secondaires du confinement ont été extrêmement délétères. Et là, c'est peu de le dire. On ne les a même pas mesurés, si vous voulez. On a fait semblant, on s'est caché derrière notre petit doigt. Mais la réalité, c'est que des gens avec des infarctus, c'est-à-dire un caillot dans les artères du cœur, ont eu une douleur dans la poitrine et ne sont pas venus à l'hôpital parce qu'ils avaient peur de venir simplement, parce qu'il y avait le Covid, etc. Ils n'ont pas appelé le SAMU, ils ont dit ouais, ça va passer. Et en fait, ils se sont retrouvés avec des cœurs complètement à la caisse, défoncés, en insuffisance cardiaque terminale. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont en insuffisance cardiaque terminale et on ne voyait pas ça depuis 30 ans, quoi. Ça n'existait plus. Pareil pour les cancers, pour les leucémies, pour les lymphomes. Un retard diagnostique majeur de 3 à 7 mois, en fait, pour certaines personnes, et qu'ils arrivent avec des masses tumorales qui sont absolument énormes et qu'ils ont une perte de chance au niveau pronostic, c'est-à-dire qu'ils auront une moins bonne survie, une moins bonne qualité de vie et que leur cancer répondra moins bien aux différentes thérapeutiques qu'on mettra en route. C'est vrai aussi dans le champ de la psychiatrie, c'est-à-dire que on a vu avec le confinement qu'en fait, c'est une surprise, l'humain a besoin de liens, l'humain a besoin de relations, l'humain a besoin d'amour, l'humain a besoin de se toucher. C'est juste du bon sens, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de le démontrer scientifiquement? C'est de la folie, en fait. Les gens sont partis dans des bouffées délirantes aiguës, les gens qui se sont mis à délirer, à penser que c'était la fin du monde, qu'il y avait des méchants multimilliardaires qui voulaient qu'on meure tous, etc. Et ils ont été traités de schizophrènes ou de bouffées délirantes aiguës et mis sous neuroleptiques. Il y a des gens qui ont fait des épisodes dépressifs majeurs, des vagues de suicides. On a vu, nous, dans les réanimations, juste après le confinement, vraiment une vague de suicides. La réanimation s'est remplie de gens qui se suicidaient, quoi. Ça, c'est extrêmement triste, en fait. C'est une mesure stupide, délétère. En médecine, on passe notre temps à faire la balance des bénéfices et des risques. C'est-à-dire essayer de savoir, on va vous mettre une chimiothérapie, est-ce qu'on va vous tuer avec cette chimiothérapie? Mais vous serez bien guéri du cancer. Dans ce cas-là, c'est idiot, en fait. Et il y a un principe en médecine qui est enseigné dès la première année aux étudiants qui s'appelle primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. D'abord, ne pas aggraver les choses. Et ben là, sur ce confinement, d'une part, je vous ai dit que les bénéfices du premier étaient absolument pas prouvés, en fait, que les maléfices, en revanche, les risques étaient, eux, insuffisamment mesurés, mais étaient déjà complètement évidents. Je vous ai parlé du champ sanitaire, mais il y a le champ économique, le champ psychiatrique, le champ social, la destruction du tissu social, etc. Là, on nous parle de reconfinement donc préventif. Qu'est-ce que c'est que cette logique étrange, en fait, quand vous avez énormément d'autres armes à disposition? On a plein d'autres armes thérapeutiques pour freiner la propagation du virus, pour donner de la plasticité au système de santé. Vous avez un problème de système de santé qui est pas assez plastique, pas assez résilient à un choc extérieur. Et ce choc extérieur, comme je vous l'ai dit, il vient chaque année. Chaque année, à partir d'octobre, les réanimations sont en tension, il y a de plus en plus de malades, les chefs de service menacent de démissionner, on n'a plus assez de soignants. Et donc vous avez un problème d'une bouteille qui se remplirait trop vite et qui se vide pas assez vite. Et d'une bouteille qui n'est en plus absolument plastique. La première chose, c'est que vous pouvez augmenter la plasticité de la bouteille, du volume de la bouteille, c'est-à-dire être capable de déployer des lits de réanimation sans nuire au reste de l'hôpital. Ben ça, on n'est pas capable de le faire, parce qu'on n'a pas assez de soignants et parce que notre système administrativo-technique, en fait, ne permet pas de le faire. Par contre, en Allemagne, ils arrivent à le faire. Et en vrai, ce n'est pas un problème. Quant à la piste de l'augmentation de nos capacités de réanimation, que certains évoquent comme une piste qui nous permettrait de ne pas prendre des mesures difficiles aujourd'hui. Quand Macron dit qu'on ne peut pas recruter des gens, c'est faux. Il y a 3 semaines, l'hôpital européen à Marseille a ouvert 25 lits de réanimation Covid en 3 jours. Parce qu'il y a mis les sous. Et il a trouvé les infirmiers, il a trouvé les aides-soignants, il a trouvé les soignants pour le faire. Si vous mettez le prix, vous trouverez les gens. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Aucun des chiffres qu'il a donnés sont ni réalistes, ni réels, ni ne correspondent à quoi que ce soit, ni du conseil scientifique, ni d'aucune étude scientifique. Le premier chiffre qui est absolument faux, c'est qu'il dit que si on ne faisait rien, il y aurait 400 000 morts. Wow, 400 000 morts. Il y a eu 35 000 morts sur la première vague et on ne sait même pas s'ils sont tous liés au Covid. C'est des morts avec le Covid. Et dans cela, il y en a 10 000 morts en EHPAD déjà, ou 10-12 000 morts en EHPAD. Vous ne savez même pas ce qu'ils ont parce qu'on ne les a pas testés. Et en plus, on les a tués parce qu'on a dit donnez du Rivotril à tous les gens qui respirent mal. Ce qui est un scandale éthique, un énorme scandale éthique. C'est incroyable en fait. Et dans les 20 000 morts qui restent, je vous donne une histoire aussi. Le type qui s'est suicidé par pendaison au cours Lyoto à Marseille, il est mort du Covid. Ah bon? Mais si, statistiquement, il est mort du Covid. Donc c'est pareil, cette histoire de comment on compte. Alors là, je vous parle des morts. Donc 400 000 morts, ça n'a aucun sens. Ce ne serait pas du tout ça qui se passe si on ne fait rien. On a l'exemple de la Suède sur le premier confinement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, et à la fin, ils auront moins de morts que nous.
L'autre chose, c'est que sur ces morts, on passe son temps à faire peur aux gens, mais la réalité de la surmortalité sur 2020, pour le moment, n'est pas avérée. Il n'y a pas de surmortalité liée au virus SARS-CoV-2 et à la Covid-19. Donc, en fait, c'est pas grave, quoi. Donc, il faut rassurer les gens. La troisième chose, c'est que les gens qui décèdent, en fait, sont des gens qui étaient parfois très âgés, en fait, avec de très nombreuses comorbidités, et qui, s'ils n'étaient pas morts de la Covid-19, seraient peut-être morts de la grippe un mois plus tard, ou 2 semaines plus tard, ou peut-être morts d'encore autre chose, ou d'une décompensation de leur pathologie chronique. Donc c'est juste pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Notre objectif à terme est simple, réduire très fortement les contaminations et passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000, ralentir significativement le rythme des entrées à l'hôpital et en réanimation. Et sur ce chiffre de 5000 cas, je voudrais mettre de la sémantique, parce que le travail majeur du gouvernement et de la communication médiatique mainstream, c'est de brouiller votre cerveau par des concepts faux et par un brouillage sémantique. Avoir un test positif, ça veut dire qu'il y a du SARS-CoV-2 quelque part dans votre corps. La question de savoir combien il y en a est absolument essentielle. Et ça, c'est la notion des CT. On pourrait revenir dessus un petit peu plus avant, mais c'est quand est-ce que la PCR qui donne l'amplification se met à partir en exponentielle et montrer « Ah, là, ça y est, ça commence à avoir beaucoup de matériel viral ». Si vous avez une PCR qui démarre à 32 CT ou à 34 CT, ça veut dire qu'il y en a très peu dans le prélèvement initial et qu'il faut attendre beaucoup de cycles de la rétrotranscriptase pour que ça se mette en route. Et ça veut dire que peut-être c'est que des traces, c'est que des fragments. Et si ça se trouve, il n'y a même pas de virus. Et surtout, vous n'êtes même pas virifère. Ça veut dire que vous ne portez pas le virus à l'extérieur, vous n'êtes pas contaminant. Nous, on a un seuil qui est à 35 CT à Marseille. Il y a certains labos qui le rendent à 40 CT positif. Donc ça veut dire qu'on n'est même pas unifié sur la façon de rendre le résultat positif. Donc ça ne veut rien dire. La deuxième chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, ça veut dire que vous avez du SARS-CoV-2. Mais l'immense majorité des gens qui ont du SARS-CoV-2 dans le nez, ils ne sont pas malades. Ils n'ont rien, ou ils sont asymptomatiques. 97% des gens qui ont un SARS-CoV-2 positif n'ont rien. En fait, n'ont pas la Covid-19. Le Covid-19, c'est la maladie induite par la présence du SARS-CoV-2 à un taux significatif et sans autre maladie qui serait explicative. Donc, ça ne veut rien dire, en fait. Donc, finalement, on est face à une espèce de diktat qui, je pense, est fait pour mettre les citoyens en colère, en fait. Pareil, vous allez peut-être en parler, mais quand on dit de masquer les enfants à 6 ans, c'est juste un scandale, en fait. Les enfants ne sont pas porteurs, ne sont pas vecteurs, ne sont pas malades. Pourquoi vous les masquez, en fait? Donc là, il y a vraiment une espèce de perversion, en fait. Quelque chose qui est du domaine, à mon avis, de la psychiatrie, quoi, qui ne va pas et qui devrait faire réagir les gens. Le problème, c'est la réaction des gens. Je pense qu'on nous emmène à la colère doucement et de manière volontaire. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à comprendre, en fait, les tenants et aboutissants de tout ça. Mais je crois qu'il ne faut pas céder à la colère. La colère, c'est une énergie qui est pleine, qui est entière, qui donne des forces, mais qu'il faut transformer en courage. Donc, mon appel aux gens, c'est ne vous mettez pas en colère malgré tout ce que je vous dis là. Utilisez cette énergie pour être courageux et dire non, en fait, et commencer à agir dans la réalité. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés. Sur la réanimation, je peux aussi vous dire quelque chose, c'est que dans les malades qui sont en réanimation, il y en a un certain nombre, enfin on sait qui sont les malades graves. On a réussi à identifier qui ils sont. Ce sont des gens qui sont hypertendus, diabétiques, obèses, comme antécédent majeur. Et ceux-là font une forme grave où ils ont du virus, puis le virus s'amende, on ne le retrouve plus, puis ils ont une phase inflammatoire d'orage cytokinique, et en même temps que cette phase inflammatoire, ils ont une atteinte du poumon assez sévère. Ils ont besoin de beaucoup d'oxygène surtout, et d'anticoagulants parce qu'ils sont à risque de faire des thromboses, des petits caillots. Mais ceux-là s'en sortent bien. Et pour un grand nombre d'entre eux, en 10-15 jours, finalement, ça passe. Et puis, vous avez d'autres patients qui, eux, sont immunodéprimés, ont un cancer, un lymphome, une leucémie, ou des maladies, des comorbidités, c'est-à-dire plein d'antécédents autres, des cancers guéris, mais très fatigués, dénutris, ou des choses comme ça. Et ceux-là n'arrêtent pas de produire du virus. Et dans le même temps, alors qu'ils ont encore du virus, ont la phase inflammatoire. Et eux ont besoin de beaucoup d'oxygène. Et ont en plus un autre virage dans leur maladie, c'est une surinfection bactérienne. C'est-à-dire qu'il y a une bactérie qui vient se mettre en plus. Et qui là abîme encore plus le poumon et fait qu'il bascule dans la gravité. En fait, on peut faire des préventions ciblées. Vous disiez, on cherche à éviter que le R0 et la tension sur les REA. On les connaît, ces malades-là. Et en général, ils consultent aux urgences ou chez leur généraliste 10 jours avant d'arriver à l'hôpital parce qu'ils ont eu de la fièvre, une agueusie, une anosmie et qu'ils sont fatigués. Pour le moment, le gouvernement français a interdit qu'on leur prescrive un médicament
c'est aberrant. Il y a un médicament qui s'appelle l'hydroxychloroquine, le Zithromax et le zinc, qui sont très peu risqués et dont le bénéfice potentiel est très grand. Il faut le faire en fait. La balance bénéfice-risque, c'est qu'il faut le faire. Il ne faut surtout pas interdire aux médecins de le faire, au contraire. Par contre, on essaie de vous fourguer du remdesivir, qui est un médicament fait par Gilead Sciences, qui lui est extrêmement toxique. Et là, on vous dit, vous pouvez le donner gratos à l'hôpital. C'est un scandale, c'est un scandale. Aux personnes à risque, aux plus vulnérables, aux personnes âgées de plus de 70 ans, je demande une vigilance accrue. Moins de réunions avec la famille, avec les amis, même si c'est un crève-cœur. Les gens à risque, les personnes âgées, les gens avec des cancers, etc., vous pouvez leur donner un masque FFP2. Ça va marcher. Et leur dire de bien se laver les mains, et de sortir, de voir des gens, de ne pas se distancier socialement, de se distancier physiquement, mais de rester en lien au contraire. Parce que sinon, ils vont décliner très très vite et avoir une santé qui va s'aggraver très rapidement. De faire de l'exercice physique. Le syndicat des médecins du sport a dit, même pendant le confinement, continuez à faire l'exercice, sortez, vivez votre vie, sinon vous allez être malade en fait. Donc, il y a des choses à faire comme ça. Mettre des masques FFP2 aux gens qui sont fragiles et arrêter d'emmerder les autres. Les laisser tranquilles, les laisser vivre leur vie, les laisser faire leur boulot, ne pas détruire le système pour ça. Et arrêter de leur faire peur surtout, parce que c'est complètement irréaliste. La réalité, c'est pas une maladie dont il faut avoir peur, c'est une maladie qu'il faut prendre en charge de manière pragmatique. Et la troisième chose, c'est de laisser prescrire l'hydroxychloroquine, le Zithromax et le zinc. Donc ça, je pense que déjà, si vous faites ça, vous allez voir que vous allez diminuer la tension sur l'hôpital et sur les réanimations. Les soignants à l'hôpital jouent évidemment dans ce contexte un rôle essentiel, mais nous avons besoin des médecins de ville, des infirmiers, des pharmaciens, de tous les acteurs du médico-social. Il y a deux éléments dans la perte de chance des malades pendant la première vague. C'est d'une part la peur des patients de venir. Simplement, ils ne sont pas venus, ils n'ont pas consulté, ils n'ont pas écouté leur corps, ils n'ont pas écouté leurs symptômes et leur détresse parce qu'ils avaient peur du Covid. Ça, je pense que c'est toujours là. Je pense que les gens ils ont peur. Et donc, il faut vraiment soigner la peur des gens avec beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur, parce que vous ne pouvez pas les secouer trop brutalement et leur dire non, mais ça va, en fait, on va survivre à cette histoire. Donc, il faut y aller mollo et juste les rassurer, je pense, vraiment beaucoup. Et puis, pas trop à coup de chiffres. Parce que si je vous donne les chiffres de PACA, là, ça va. Hein. Enfin, on est entre 3 et 9 morts par jour sur un bassin de 5 millions d'habitants. Bon, ça va, en fait. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est l'impact de l'attention hospitalière et réanimatoire et des urgences sur l'activité de l'hôpital en lui-même. Parce que finalement, si vous veniez dans les hôpitaux en mars, vous voyez des hôpitaux vides, et des réanimations pleines, des urgences pleines, et des services Covid pleins. Parce qu'en fait, on n'avait pas assez de soignants, et qu'on a pris les soignants, par exemple des blocs opératoires, pour les mettre dans les services de réanimation. Ça, ce problème-là, il n'a pas du tout été résolu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous, on veut monter en volume notre bouteille dont je vous parlais tout à l'heure, si je veux monter le nombre de lits, je suis obligé d'aller prendre des soignants au bloc opératoire ou dans d'autres services. Et donc de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et donc ça fera la même chose. Donc actuellement, on est en train de commencer ce qu'on appelle des déprogrammations chirurgicales. C'est le premier pas vers déprogrammer aussi de la médecine, c'est-à-dire commencer à ne pas faire ce qu'il fallait qu'on fasse d'habitude. L'administration hospitalière, la direction médicale, par exemple, de la science publique, fait tout son effort pour ne pas déprogrammer. Mais la réalité, c'est que petit à petit, il y a une tension et qu'ils n'ont juste pas assez de personnel, pas assez d'argent. Alors, ce n'est pas qu'une affaire d'argent, il y a aussi une affaire organisationnelle. Ce serait un peu long de rentrer dans les détails, mais vous pouvez accélérer le turnover des patients Covid et éviter qu'ils arrivent en réanimation par tout ce que je vous ai dit déjà, mais par le fait de faire des circuits de ville qui marchent bien, des avals d'hospitalisation ou des amont d'hospitalisation qui marchent bien avec les généralistes, avec les infirmières de ville, etc. Et dans ce cas-là, ne pas surcharger l'hôpital. L'autre chose, là, on a reçu une lettre complètement étrange, ça paraîtrait absurde en fait quand je vais vous l'expliquer. Olivier Véran dit qu'il faudrait commencer par arrêter les programmes chirurgicaux ambulatoires. Ambulatoires, c'est les gens qui ne restent pas à l'hôpital, justement. Mais c'est complètement débile. C'est ceux-là qu'il faut garder. L'ambulatoire, ça ne pose aucun problème. Ça tire moins sur le personnel, ça se passe en ville, les gens, tout va bien, quoi. Après tout, nous réalisons 1,9 million de tests par semaine. Nous sommes l'un des meilleurs pays d'Europe aujourd'hui en la matière. Arrêtez de tester comme ça en population générale, c'est juste complètement aberrant. Vous avez des gens qui sont testés dans l'accueil de l'IHU parfois 3-4 fois dans la même semaine parce qu'ils ont peur. Donc vous ne savez même pas comment interpréter les résultats. Vous ne savez plus qui est le dénominateur, qui est le numérateur. Vous êtes testé quand vous rentrez à l'hôpital, quand vous changez de service.
Quand vous venez en consultation, il faut que vous ayez un test de moins de 3 jours. Quand vous reprenez le boulot, quand vous revenez de vacances ou vous partez de vacances, qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc pareil, vous annoncez, il y a 75 000 cas. C'est pas des cas, c'est des tests. C'est une épidémie de tests positifs dont on ne sait pas quoi faire.